Le 30 septembre 1862, Otto von Bismarck, chancelier de Prusse et architecte de l'unification allemande, déclare que ce n'est pas par des discours et des votes que la majorité des grandes questions de notre époque seront résolues, mais par le fer et le sang. Cette phrase est loin d'être anodine. Elle illustre une vision de la guerre partagée par beaucoup, à différentes époques et dans divers endroits. Celle de la guerre comme une force fondatrice et créatrice. La guerre vue comme une aventure virile par les nationalistes du 19e siècle représente pour d'autres le pire de l'humanité, provoquant dégoût et peur. Symbole apocalyptique pour les chrétiens, elle reste un sujet grave. Mais pas toujours, et c'est justement ce que nous allons voir en nous intéressant à son côté absurde. Préparez-vous à découvrir 3 guerres aux causes aussi insolites qu'improbables. Pour commencer, imaginez une guerre entre 2 grandes puissances mondiales, les États-Unis et l'Empire britannique. Mais pourquoi? Une question de territoire? Une quête pour le pouvoir? Pas du tout. Un simple cochon. Oui, vous avez bien entendu, un cochon. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de rester informé. Un grand merci à vous. Et c'est reparti. Pour comprendre cette histoire, nous devons remonter au milieu du 19e siècle, après la guerre anglo-américaine de 1812. Bien que la guerre soit terminée, les tensions restent élevées, et en particulier dans une petite région du Pacifique, les îles San Juan. Situées entre le Canada et l'État de Washington, ces îles sont revendiquées à la fois par les États-Unis et par la Grande-Bretagne. Le traité de l'Oregon du 15 juin 1846 met fin au conflit frontalier entre ces deux puissances, en définissant la frontière le long du 49e parallèle de latitude nord jusqu'au milieu du canal qui sépare le continent de l'île de Vancouver, puis vers le sud, en suivant le milieu du canal et du détroit de Juan de Fuca jusqu'à l'océan Pacifique. Mais des ambiguïtés subsistent concernant la délimitation précise de la frontière. Il existe en fait 2 détroits que l'on pourrait appeler le milieu du chenal. Le détroit de Haro, le long du côté ouest des îles San Juan, et le détroit de Rosario, le long du côté est. Les États-Unis revendiquent le premier, les Britanniques le second. En 1853, quand les Britanniques installent une ferme bovine sur l'île de San Juan, des colons américains s'y installent également, ce qui, bien sûr, augmente les tensions. Quelques années plus tard, le 15 juin 1859, la situation atteint son point de rupture. Lyman Cutler, un fermier américain, aperçoit un cochon errant dans son jardin qui se régale de ses pommes de terre. Exaspéré, il abat l'animal. Un geste pourtant anodin qui va déclencher une réelle crise diplomatique. Le propriétaire du cochon, un Irlandais du nom de Charles Griffin, exige une compensation après la mort de son animal. Mais l'Américain s'y oppose. Cutler estime qu'il n'a rien à se reprocher, puisque le cochon s'était introduit sur son terrain et avait dévoré ses pommes de terre. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Griffin lui aurait alors lancé « C'est à toi de garder tes patates en dehors de mon cochon ». Les événements s'accélèrent. Les autorités britanniques menacent d'arrêter Cutler et d'expulser les Américains de l'île. En réponse, les États-Unis déploient des troupes sur place, ce à quoi les Britanniques répliquent en envoyant leur flotte. Les deux nations se retrouvent face à face et l'affrontement armé paraît imminent. Le capitaine George Pickett et 66 soldats américains du 9e régiment d'infanterie se rendent sur l'île de San Juan avec pour ordre d'empêcher les Britanniques de débarquer. De l'autre côté, les Britanniques, avec une flottille de 3 navires de guerre commandés par le capitaine George Hornby, cherchent à déloger les Américains qui empiètent, selon eux, sur leur territoire. Pickett établit sa compagnie près de la ferme ovine Bellevue et commence à ériger un réduit pour ses canons, un ouvrage extérieur souvent en demi-lune ou en contre-garde, conçu pour renforcer la défense. De leur côté, les Britanniques prennent position au nord de l'île. La situation continue de s'aggraver, et quelques semaines plus tard, un détachement de défense élargi de 461 Américains et de 14 canons se heurte à une flottille renforcée de 5 navires de guerre de la Royal Navy britannique, équipés de 70 canons et transportant plus de 2140 hommes. En voyant la situation dégénérer, le président américain James Buchanan dépêche le général Winfield Scott en mission diplomatique pour négocier avec le gouverneur James Douglas, dans le but de désamorcer la crise et d'empêcher qu'elle ne devienne incontrôlable. Heureusement, la guerre est évitée de justesse. Après plusieurs mois de tension, on trouve une solution pacifique. Les deux nations acceptent de désarmer et de placer l'île sous la supervision d'une commission internationale. Il faut dire qu'avec la guerre de sécession qui se profile au loin, les Américains ont bien d'autres préoccupations. En tout cas, la crise est officiellement réglée, même si les tensions restent fortes. L'île de San Juan est occupée par les deux nations pendant 12 ans, jusqu'à ce que le Kaiser Guillaume Ier d'Allemagne intervienne, et qu'un arbitrage final soit rendu en 1872. La frontière est tracée, et les îles San Juan deviennent américaines.
Aujourd'hui, le drapeau de l'Union Jack flotte toujours au-dessus de l'ancien camp des Royal Marines britanniques. Il est hissé et abaissé chaque jour par les gardes forestiers du National Park Service américain, ce qui en fait l'un des rares endroits sans statut diplomatique où les employés du gouvernement fédéral américain arborent régulièrement le drapeau d'un autre pays, bien que ce ne soit qu'à des fins commémoratives et historiques. Pour le prochain conflit, un trésor séchant sous le soleil du Pérou met le feu aux poudres entre l'Espagne et ses anciennes colonies d'Amérique du Sud. De l'or, de l'argent, des diamants? Eh bien non, il s'agit de guano, des excréments d'oiseaux. Bon alors, à ce stade de la vidéo, je pense que vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas pris les armes uniquement pour des excréments d'oiseaux, et que les choses sont bien plus complexes. Évidemment que vous êtes un spectateur avisé, et que vous avez compris que le déclencheur d'une guerre n'est pas la raison d'un conflit, et qu'il éclate pour des problématiques plus profondes. Alors, posons le contexte. Déjà utilisé depuis de nombreux siècles par des civilisations précolombiennes, le guano, c'est-à-dire des excréments d'oiseaux, permet à des hommes d'affaires du 19e siècle de faire fortune en exportant vers le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Ces ressources très convoitées se trouvent sur les îles Chincha, 3 petites îles désertiques au large du Pérou. Des millions d'oiseaux marins occupent cette région désertique où les pluies se font rares. Entre 1840 et 1870, le commerce du guano atteint son apogée et constitue le poumon de l'économie péruvienne. Ces excréments sont utilisés comme engrais pour insuffler une nouvelle vie aux sols épuisés d'Europe et des États-Unis. Car oui, le guano contient les nutriments dont les plantes ont besoin pour leur croissance. L'État péruvien, détenant le monopole mondial de ce fertilisant, concède l'exploitation du guano à des exploitants privés, tout en gardant le contrôle des échanges. La valeur du guano fait que les puissances européennes se mettent à une recherche frénétique d'excréments d'oiseaux de mer. Le monopole péruvien favorise surtout les Britanniques, mais les États-Unis décident carrément de créer un Guano Islands Act, autorisant les citoyens américains à prendre possession de toute île possédant des dépôts de guano, et ne se trouvant bien évidemment sous aucune juridiction d'un autre État. Faut pas abuser non plus. Le guano est si convoité qu'il est l'une des raisons pour laquelle éclate la première guerre hispano-sud-américaine, aussi appelée la guerre du guano, entre le Royaume d'Espagne et le Pérou. Car oui, même si le Pérou obtient son indépendance en 1824 après la bataille d'Ayacucho, les relations avec l'Espagne restent tendues. Le Pérou admet certaines dettes envers l'Espagne, mais refuse de les payer tant que celle-ci ne reconnaît pas officiellement son indépendance. De son côté, l'Espagne, toujours frustrée d'avoir perdu ses colonies, ne veut pas céder. En 1864, l'Espagne décide de prendre les choses en main. Sous pression de créanciers européens, l'inspecteur Eusebio Salazar Mazzaredo arrive à Lima avec une escadre militaire pour récupérer les dettes. Mais le gouvernement péruvien voit cette arrivée comme une provocation et refuse de recevoir Salazar, ne reconnaissant pas son autorité. C'est à moi que tu parles? Face à ce rejet, l'Espagne ne perd pas de temps. L'escadre militaire se dirige vers les îles Chincha qui sont, comme nous l'avons vu, riches en guano, une ressource vitale pour l'économie péruvienne. Le 14 avril, les Espagnols s'emparent des îles, expulsent les travailleurs péruviens et hissent leur drapeau. C'est un coup dur pour le Pérou, qui voit sa principale richesse tomber entre les mains de l'ennemi. L'Espagne prévoit d'utiliser les gisements de guano pour se faire rembourser ce que, selon elle, le Pérou lui doit depuis son indépendance. À Lima, la situation devient explosive. Le président Juan Antonio Pezet fait face à une contestation croissante, notamment de la part du vice-président Francisco Díaz-Canseco, qui s'oppose fermement à toute concession envers l'Espagne. Le 2 février 1865, le colonel Mariano Ignacio Prado renverse Pezet et s'empare du pouvoir. Désormais à la tête du Pérou, le colonel Prado comprend bien que pour repousser l'Espagne, il doit s'allier à ses voisins. Le Pérou se rapproche donc du Chili, et ensemble, ils forment une escadre combinée pour contrer la flotte espagnole. Le 5 décembre 1865, le Pérou et le Chili signent alors une alliance contre l'Espagne, bientôt rejoint par l'Équateur et la Bolivie. L'Espagne se retrouve dans une position difficile, face à 4 pays qui se liguent contre elle. Le blocus maritime devient un vrai casse-tête pour les Espagnols, avec une flotte trop petite et mal approvisionnée. Malgré la pression militaire, l'Espagne cherche une issue diplomatique. Le traité Vivanco Pareja est signé, mais il est considéré comme une humiliation pour le Pérou, car il impose une indemnisation de 3 millions de pesos pour couvrir les dépenses militaires espagnoles. Le Congrès péruvien rejette le traité, et la résistance continue. Le 2 mai 1866, la bataille de Callao marque un tournant. Après plusieurs combats, la flotte espagnole se retire des côtes péruviennes. Le Pérou proclame sa victoire du fait du départ de la flotte espagnole, ce que l'Espagne conteste, considérant qu'il s'agissait tout simplement d'une opération punitive. Enfin, le 11 avril 1871, un armistice est signé à Washington. L'Espagne reconnaît officiellement l'indépendance du Pérou en 1880. Un traité de paix et d'amitié est signé la même année, mettant fin à un conflit qui aura duré plus de 10 ans.
Le Pérou, fier de sa résistance, considère cette victoire comme un triomphe de sa souveraineté. Et bien sûr, il garde son précieux monopole sur le guano. Vers la fin du 19e siècle, les réserves de guano des îles Chincha s'épuisent à un rythme alarmant. Le coup fatal vient en 1915, lorsqu'un chimiste allemand, un certain Fritz Haber, dont on a déjà parlé sur la chaîne, met au point un procédé pour fabriquer des engrais à haute teneur en azote. Ces engrais industriels, plus abordables et efficaces, font rapidement chuter la demande de guano, le reléguant à une production minime. Pour ce dernier conflit, direction l'Amérique centrale, pour un face-à-face aussi court que marquant entre le Salvador et le Honduras. Dans les années 60, les États-Unis soutiennent des dictateurs en Amérique latine, surnommés les républiques bananières. Leur but est de contrer le communisme, tout en exploitant les ressources naturelles de ces pays. Deux pays voisins, le Salvador et le Honduras, vivent des situations très différentes, mais partagent un point commun. Une répartition des terres très inégale, héritée de la colonisation espagnole. Le Salvador, bien que petit, est très densément peuplé, avec 4 millions d'habitants pour 23 000 km². Le pays est dominé par une poignée de familles qui s'accaparent les richesses. Environ 2% de la population possède 60% des terres, laissant la majorité des paysans dans des conditions de vie difficiles et contraints de migrer chaque saison pour trouver du travail. Le pays est aussi sous l'influence de l'entreprise américaine United Fruit Company, qui exploite les ressources agricoles, comme les bananes, pour les exporter à bas prix vers les États-Unis. Le Honduras est un pays bien moins peuplé, avec 3 millions d'habitants pour 120 000 km². Et pour un grand nombre de Salvadoriens, il permet de travailler sur des exploitations de bananes plus nombreuses qu'au Salvador. Mais le Honduras connaît les mêmes problématiques économiques et sociales, et ces nouveaux migrants salvadoriens deviennent alors une cible facile pour détourner le débat de ces problèmes. En gros, si le paysan hondurien est pauvre et qu'il n'a que des bananes à manger, ce n'est pas à cause d'un héritage colonial perpétué par un gouvernement corrompu et à la solde d'une multinationale états-unienne, mais c'est bien à cause de l'immigré salvadorien. Dans ce contexte, au Honduras en 1963, un coup d'état militaire porte au pouvoir un certain Osvaldo López Arellano. Il utilise les médias pour attiser les tensions et accuse le Salvador de vouloir s'étendre en profitant de l'immigration. Cette manœuvre devient un moyen efficace de détourner l'attention de son manque de popularité. En 1968, il lance une réforme agraire qui cible directement les Salvadoriens, soutenant des expulsions massives. Côté Salvador, la situation est de plus en plus tendue. Le président Fidel Sánchez Hernández, un militaire élu plus ou moins démocratiquement, subit la pression de l'armée pour se préparer à la guerre. S'ajoute alors un élément qui donne son nom à la guerre, le football. Alors oui, on est en Amérique latine, et le foot est une quasi-religion, où Maradona est pas loin d'être le nouveau Jésus. Mais de là à ce que ça ouvre un conflit armé, vous vous doutez bien que c'est plus la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Eh bien en 1969, tout bascule à cause de 3 matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde de 1970. Le foot devient un enjeu de nationalisme, chaque pays voulant battre l'autre et éviter l'humiliation. Le premier match a lieu le 8 juin 1969 au Honduras. La veille, des supporters honduriens perturbent le sommeil de l'équipe du Salvador en se rassemblant devant leur hôtel. Le Salvador perd 1-0, et en réaction à la défaite, une supportrice, Amelia Bolaños, se donne la mort. Le gouvernement salvadorien saisit l'occasion pour en faire une martyre, accusant le Honduras d'être responsable de sa mort. Le match retour a lieu le 15 juin au Salvador dans une atmosphère très tendue. Les joueurs honduriens sont escortés par des véhicules blindés et des militaires. L'hymne hondurien est hué, son drapeau est brûlé et remplacé par un torchon. Cette fois, le Salvador l'emporte 3-0. Quelques heures plus tard, les frontières sont fermées et des émeutes anti-salvadoriennes éclatent au Honduras. Un dernier match a lieu le 27 juin à Mexico pour départager les deux équipes. Le Salvador gagne finalement 3-2 et se qualifie pour la Coupe du Monde. Le 14 juillet, la situation prend une tournure dramatique. L'armée salvadorienne lance une offensive aérienne et bombarde l'aéroport de la capitale hondurienne, marquant le début de ce qu'on appelle la guerre du football. Alors cette guerre ne dure que 4 jours et oppose deux petits pays. L'armée salvadorienne, composée de 8000 hommes et 11 avions des années 40, face à l'armée hondurienne, qui compte 2500 soldats et 23 avions, eux aussi des années 40. Au début, le Salvador prend l'avantage grâce à son attaque aérienne qui neutralise l'aviation hondurienne. Il lance une invasion sur deux fronts, un vers la vallée de Sula pour prendre le contrôle des terres fertiles, et l'autre le long de la route panaméricaine vers la capitale et le golfe de Fonseca. En une journée, l'armée salvadorienne progresse de 8 km et capture une ville frontalière. Mais l'aviation hondurienne, plus puissante, reprend rapidement le contrôle du ciel, attaque les bases aériennes du Salvador et bloque les lignes d'approvisionnement. L'armée salvadorienne est alors stoppée après une avancée de 60 km. Pendant ce temps, l'Organisation des États américains convoque une réunion d'urgence et crée un comité de 7 pays pour négocier un cessez-le-feu. Les États-Unis, préoccupés par ce conflit entre deux régimes alliés, craignent surtout la menace communiste qui pèse sur la région.
Finalement, après 4 jours de négociations difficiles, le Salvador accepte un accord de paix dans la nuit du 18 juillet. Bien que brève, la guerre laisse un lourd bilan. 3000 morts, principalement des civils, 15 000 blessés et entre 60 000 et 130 000 déplacés. Il faudra attendre 1980 pour qu'un traité de paix soit signé, mais les relations entre les deux pays restent tendues. Après le conflit, environ 300 000 Salvadoriens sont contraints de fuir vers un Salvador déjà affaibli et surpeuplé. Les conditions de vie se détériorent, et cette guerre prépare indirectement le terrain pour la guerre civile salvadorienne qui éclatera 10 ans plus tard. De plus, la guerre dégrade les relations économiques entre les deux pays, et par extension affecte toute la région. L'accord de libre-échange entre les pays d'Amérique centrale est suspendu jusqu'en 1991. Ironiquement, l'équipe du Salvador entre dans l'histoire de la Coupe du Monde comme la première équipe à se faire éliminer en phase de poule sans marquer un seul but. À première vue, il peut sembler absurde de prendre les armes pour un cochon, du football ou du guano. Pourtant, en creusant un peu, on réalise que ces événements ne sont que des prétextes, des symboles qui dissimulent les enjeux bien plus profonds. Le guano, loin de se réduire à une simple matière première, représente une ressource stratégique vitale pour l'agriculture de l'époque. Le football, quant à lui, n'est que le point culminant de tensions déjà vives entre deux nations, alimentées par le nationalisme et les crises économiques et sociales. Et le cochon, une dispute sur des territoires coloniaux. En fin de compte, les conflits humains naissent rarement d'un seul incident. Ce sont souvent des accumulations de frustrations, de rivalités et d'intérêts opposés. Derrière chaque récit de belligérant se cache une propagande qui cherche à masquer les causes profondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en laissant un commentaire. C'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.